Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce numéro du club des municipales à 4 mois déjà maintenant du scrutin de mars prochain. Une émission un petit peu particulière aujourd'hui puisque nous nous trouvons en direct porte de Versailles ici au congrès des maires. L'occasion en tout cas de délaisser un petit peu les jeux politiques pour nous consacrer vraiment au métier de maire, vocation ou métier, point d'interrogation. En tout cas nous allons essayer, tenter de faire de la pédagogie. Donc ce lien par exemple entre les citoyens, ce lien un petit peu particulier entre les citoyens et le maire, je rappelle qu'il y a aujourd'hui 36 000 maires en France, est-ce que ce lien existe toujours? Ce service rendu aux citoyens, est-ce qu'il attire autant de vocations, autant de questions par exemple que nous allons tenter de répondre aujourd'hui dans un contexte politique un peu particulier depuis 3 jours, on va en parler évidemment. Pour en parler, en tout cas, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi plusieurs confrères. Michel Urvois, vous êtes éditorialiste à Ouest France. Sans doute le quotidien qui attache peut-être le plus d'importance, ou en tout cas une importance particulière, avec ses éditions multiples aux faits communs. Xavier Brivet, vous êtes directeur délégué des rédactions du pôle collectivité locale au sein du groupe Moniteur. Et puis Christophe Robert, merci d'être là. Vous êtes rédacteur en chef de l'info des territoires. J'ajoute d'ailleurs que vous venez de créer un site d'information juridique. On parlera notamment de ce besoin de formation juridique des maires pour les élus et également pour les agents des territoires. On démarre évidemment cette émission en rappelant aussi que vous pouvez commenter cette émission avec le hashtag LeCDM. Peut-être une première petite question quand même, vous étiez là depuis 3 jours, sur l'ambiance ici, ambiance et puis venue du Premier ministre qui était très attendu, Jean-Marc Ayrault, Michel. Oui, 2 remarques sur la venue du Premier ministre. Je pense qu'il a su habilement jouer de sa complicité de maire pour se ménager une salle que l'on disait a priori ancien maire de Nantes, plutôt aussi, ancien maire de Saint-Herblain puis de Nantes, 35 ans en tout, donc il avait quelques références effectivement. Et la deuxième impression, c'est que les annonces sont des annonces extrêmement parcimonieuses et qui montrent la limite d'un système entre un État qui n'a pas le sou et des collectivités qui sont constamment en situation de quémandeur. Xavier Brivet, sur l'ambiance ici. Une ambiance finalement pas que prévu. Des maires à 4 mois du scrutin municipal qui sont déjà dans leur campagne et qui en même temps sont assez inquiets sur la physionomie du prochain mandat, 2014-2020. Parce qu'il y a beaucoup de questionnements sur l'avenir financier et institutionnel de leur collectivité. Voilà, donc ça va plutôt mieux passer que prévu, mais avec quand même des interrogations et des inquiétudes. Oui, qui ne seront pas levées, je pense, à l'issue du congrès. Christophe Robert, votre impression à vous? Au départ, effectivement, des attentes, quelques inquiétudes par rapport à des sujets sensibles comme la réforme des rythmes scolaires. Mais en définitive, après l'intervention de ces ministres, un optimisme relatif. Bon, alors j'y avais dit qu'on allait faire de la pédagogie. On va regarder ce reportage qui est une véritable illustration, en fait, un petit peu du quotidien de ces maires. On est allé en Normandie, à la fois dans une ville moyenne, Lisieux, 23 000 habitants, et puis un petit village à côté. On va regarder ce reportage très illustratif de Camélia Campuzano. 2 maires de quotidiens différents. Bernard Aubryl, directeur d'école à la retraite, maire de Lisieux, 23 000 habitants. Ce matin, il reçoit 2 collaborateurs pour préparer les réunions de la journée. J'ai une réunion presque tous les matins avec les collaborateurs, parce qu'il y a toujours quelque chose à préparer, soit un conseil d'administration, soit un comité syndical, soit un bureau du maire. Un début de journée qui annonce bien la couleur. Comme d'habitude, l'agenda est chargé. Mais dans la semaine, il y a à peu près 5 jours, c'est 8h15, minuit. Je dirais que c'est pratiquement tous les jours et plusieurs heures dans la journée. Un autre rythme, un autre cadre. Beuvron-en-Auge est un des plus beaux villages de France. Un village plutôt calme, mais touristique. Le maître des lieux, c'est Michel Caffard, ingénieur retraité, maire des 234 habitants. Il refuse toute étiquette politique parce que pour lui, gérer Beuvron, c'est avant tout s'occuper de dossiers pratiques.
On peut m'appeler à toute heure du jour et de la nuit parce qu'il y a des animaux qui sont en errance, parce qu'il y a un conflit dans une famille. Un maire est obligatoirement quelqu'un de disponible, de cordial. Se rendre disponible, être sur le terrain, le maire de Lisieux y tient. Il faut dire aux gens qui viennent réclamer d'aller au secrétariat de la mairie. Hier soir, une fuite de gaz a perturbé la vie du centre-ville. Le maire vérifie que tout va bien auprès des commerçants. Bon courage. Je le fais dès que j'ai un petit peu de temps, mais une fois je passe par ici, une fois par l'autre rue, des itinéraires différents pour me permettre de rencontrer les Lisieusiens, les commerçants, qui viennent passivement voir, je ne sais pas si c'est administré, mais c'est des commerçants. Malgré tout, Bernard Aubry veut rester accessible. Cet homme est menacé d'expulsion. Je dois encore 80 € à tout casser. Vous m'apportez votre truc de la banque. Je vous fais la photocopie, voilà, et puis on le postera. Les affaires sociales, le maire de Beuvron les gère depuis la salle du conseil municipal, faute de bureau personnel. Aujourd'hui, il se consacre à des problèmes d'impayés. Nous nous impliquons pour récupérer l'argent et que la commune ne soit pas pénalisée. Le montant n'est pas très élevé, même à 200 € dans une petite commune comme la nôtre, bien sûr. Des préoccupations qui contrastent avec les réformes au cœur de l'actualité telles que les rythmes scolaires que Lisieux peine à appliquer. Finalement, être maire, c'est trouver le difficile équilibre entre travail de proximité et relais de l'État. Brivet vient de voir ce reportage, on l'a fait en Normandie, mais on aurait pu le faire dans une autre région française. Ça illustre bien le quotidien de la vie d'un maire en fait. Oui, le quotidien qui est fait donc de services de proximité, mais qui en même temps l'incité pour un élu de voir aussi le projet de sa commune, de l'élaborer, de le faire partager et de plus en plus de le porter au niveau intercommunal. Et c'est ces deux facettes du mandat qui sont difficiles à gérer au quotidien. La proximité, les demandes des habitants, un problème de trottoir, un problème de délinquance et parfois même une assistance psychologique parce que les administrés viennent voir le maire pour un logement, un emploi, un problème vraiment très personnel et en même temps incité pour le maire d'aménager sa commune et d'élaborer des projets à plusieurs années. Et c'est très difficile, de plus en plus difficile et de plus en plus chronophage pour l'élu de mener à bien ces deux dimensions du mandat. Et Christophe Robert, on le voit bien dans ce reportage, quand on a un problème, qui va-t-on voir? C'est d'abord son maire. C'est d'abord son maire. Ce qui est très intéressant dans le parallèle en fait établi entre les deux communes choisies, il nous rappelle véritablement qu'en France aujourd'hui finalement, les communes de moins de 3500 habitants, c'est 90% des communes de France. Oui, il faut le rappeler. Donc effectivement, devant nous, typiquement, dans le meilleur des cas, les communes de France ont un secrétaire de mairie à temps complet, 2-3 jours par semaine, pas plus, alors que dans d'autres villes, qui limitent finalement au nombre, on a des services techniques, juridiques, beaucoup plus compétents. Là, vous touchez un peu du doigt, je dirais, déjà, on l'a entendu, par exemple, les horaires. On a entendu 8h30 minuit pour le maire de Lisieux, un peu moins pour l'autre, mais enfin, il est quand même très très pris par cette activité-là. Ça pose la question du statut. Ça pose la question du statut, ça pose la question de savoir si véritablement, dans une ville, le travail d'un maire est plus important en termes d'emploi du temps qu'en commune rurale. Ce n'est pas dit, puisqu'effectivement, encore une fois, les moyens d'un dispositif des communes rurales sont beaucoup moins importants que dans la plupart des villes de France. Michel Urvois, je rappelle que vous êtes éditorialiste à Ouest France. Ce lien dont je parlais tout à l'heure, on va dire particulier, et je dirais plutôt positif, dont on a parlé pendant beaucoup d'années, entre le citoyen et le maire, est-ce que ça existe toujours? Parce que vous traitez beaucoup du fait communal avec vos multiples éditions. Ça tombe bien parce que les exemples que vous avez montrés sont dans la zone Ouest France. Et il y a à peu près pas loin de 7000 communes sur les territoires couverts par le journal. Et nous avons considérablement augmenté notre nombre d'éditions locales. Parce qu'on pense que c'est là, sur le lieu de vie et sur le lieu de travail, que se crée, que se noue le lien social. Et il est extrêmement important dans un monde où l'on a un peu du mal à comprendre, où il y a une perte de repères. Donc l'ancrage local, l'ancrage dans sa vie et la vie communale sont des éléments importants de stabilité du pays. Donc les initiatives récentes que vous avez prises dans votre quotidien, c'est aussi parce que les lecteurs, vos lecteurs, vous le demandez, c'est ce que vous avez senti? Ils le demandent. Le premier
point d'entrée dans un journal régional, c'est l'information locale et c'est une information extrêmement noble et c'est celle-là qui permet aussi économiquement au journal de pouvoir parler d'autre chose, de pouvoir parler d'informations nationales et internationales. Mais c'est cet ancrage local qui est majeur. D'ailleurs, on a un slogan chez nous, on dit que Ouest France, c'est de la commune au monde. Vous voyez, et on commence par la commune. Xavier Brivet, c'est un métier, être maire aujourd'hui, c'est encore une vocation. Vous allez peut-être me dire, ça dépend. Ça dépend de la taille des communes, par exemple. Ça dépend et ça partage beaucoup les maires. Est-ce que maire aujourd'hui, compte tenu du champ de compétences et du temps qu'il faut consacrer au mandat est un métier, les maires rechignent encore à le dire. Ce qu'ils veulent, c'est surtout un statut de l'élu qui leur permette d'exercer ce mandat. C'est-à-dire des formations. Ça fait des années qu'on en parle là. Oui, alors il y a eu des avancées depuis une quinzaine d'années. Il y a une proposition de loi importante en cours de discussion au Sénat qui renforce ce statut d'élu, c'est-à-dire la formation, la disponibilité pour exercer le mandat, parce que souvent les élus sont salariés par ailleurs d'une entreprise. Il y a le problème de l'assurance, de la mutuelle, et puis même en fin de mandat de la validation des acquis de l'expérience de maire, qui peut servir à beaucoup de choses. Donc c'est vrai que ce qu'on appelle le bénévolat républicain trouve ses limites, puisqu'il y a vraiment beaucoup de temps à consacrer à ce mandat, beaucoup de demandes, beaucoup de disponibilité nécessaire de la part des élus. Et les mêmes, en même temps, rechignent à parler de professionnalisation des élus, du métier de maire, et même la question des indemnités, et que toujours une certaine pudeur des élus qui disent on ne demande pas plus d'argent, on veut juste une amélioration des conditions d'exercice de notre mandat. Xavier Brivet, toujours vous, est-ce qu'il y a encore beaucoup de vocations? On est à 4 mois du scrutin, on est en train, tous les partis politiques sont en train de constituer les listes. Je vais poser la question à tout le monde. Christophe Robert, peut-être d'abord vous, ça suscite encore beaucoup de vocations. On a envie d'être maire? Je le pense. Les théories de Bruce Zimmer, de définition sont à mon avis à la diviser. On se rend compte en pratique en fonction effectivement des différents départements qu'on est bon en allant sur des taux de renouvellement de 30-40% à peu près. Alors, l'élément, je pense, très important, quand on regarde depuis 2001-2008 en particulier, qui sont les maires aujourd'hui, traditionnellement, on est réparti en un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers de salariés, au sens large, des salariés des publics, fonctionnaires et des privés, un tiers d'indépendants, avec des libéraux, avec des libéraux, un tiers de retraités. Voilà, on l'a vu dans notre reportage, on a fait un maire retraité. Alors, avec cet effet, je pense que ça assez particulier à suivre à l'échéance mars 2014. On va voir arriver sur le marché des candidats municipaux, dans toute la génération du début finalement. Qui aujourd'hui sont des personnes prêtes à s'investir dans les villes locales, mais à condition d'en avoir les moyens, y compris en matière de formation. Oui, sur ce point, Michel. Il y a toujours un appétit, je pense, pour devenir maire. Je pense qu'il y a un problème de rajeunissement qui est lié à cette question de la disponibilité. C'est-à-dire que pour être maire aujourd'hui, ce n'est pas des petites communes, ce n'est pas de celles où l'on peut vivre de son métier de maire. Et pour les petites communes, il vaut mieux être retraité pour avoir du temps. Donc ça complique le rajeunissement de ces équipes. Et dans les moyennes ou plus grandes villes, on l'a dit, on a y compris chez nos confrères, que les partis politiques, notamment le Front National, mais aussi d'autres, avaient un peu de mal à constituer des listes. Il faut rappeler aussi que maintenant il y a une obligation de parité. Est-ce que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de trouver des candidats? Je pense que pour le Front National, c'est une question un petit peu différente parce que le Front National est sur des positions idéologiques. Or, ceux qui sont candidats, il n'y avait pas beaucoup de sortants, ont des projets techniques, voilà, des réalisations qu'ils ont envie de mener. Et on n'est pas beaucoup dans un débat idéologique dans les municipales. Et pour les autres partis, c'est difficile ou pas de faire des listes? Je pense que c'est plus difficile pour un certain nombre de partis parce que les maires aujourd'hui sont un peu coincés entre des doléances constantes et je pense à des communes périurbaines en particulier où on a des demandes qui sont de nature urbaine, des demandes de services, des demandes de compétences, des demandes de moyens de nature urbaine pour des communes qui sont des communes en fait rurales ou des grosses communes rurales mais qui n'ont pas les moyens en tout cas de répondre. Donc je pense que dans ces lieux-là, il y a un problème particulier entre la demande et la capacité à répondre et qui peut être un peu dissuasif. Xavier Brivet, on parlait de métier tout à l'heure peut-être pour certains. Et qui dit métier, ça veut dire qu'il faut peut-être être formé. Est-ce qu'au fond les maires aujourd'hui, globalement, ils se forment sur le tas? J'ai vu en préparant cette émission que par exemple, il y a une vraie demande de formation juridique par exemple. Oui, alors il faut que les maires doivent rester des généralistes. Donc ils ne doivent pas être que juristes ou que techniciens, que spécialistes de l'urbanisme. La difficulté, c'est que ce sont des grands généralistes.
que beaucoup arrivent et se forment sur le tas. Il faut aussi prendre la mesure de ce qu'est un mandat. Vous me questionnez tout à l'heure sur la volonté de se représenter. Un récent sondage que le Courrier des maires a publié montre que 60% des élus sont prêts à se représenter en 2014. C'est une proportion équivalente à celle de 2007, avant le scrutin de 2008. Donc ça, c'est il n'y a plutôt pas une encourageant, prise d'évocation. Ouais. Simplement, il ne suffit pas d'être élu. Quand on arrive, le début de mandat est rempli d'urgence. Et la formation, beaucoup d'élus vous disent qu'ils n'ont pas le temps de suivre. Voilà, donc on se forme avant tout sur le tas. Merci, on va revenir un petit peu, je dirais, à la base. Et puis simplement pour rappeler au fond qu'est-ce que ça veut dire être maire et quelles sont ses compétences. Attentivement les explications de Marie Lebon. Élu pour 6 ans par le conseil municipal lors de la première séance qui suit l'élection, le maire a une double casquette. Il agit à la fois pour le compte de l'État et pour celui de la commune. En tant qu'agent d'État, c'est sous l'autorité du préfet qu'il fait appliquer les lois et qu'il organise les élections. En tant qu'agent de la commune, il est tantôt officier d'état civil, il célèbre les mariages et les baptêmes civils, tantôt chef du personnel communal. Il est aussi agent de police puisqu'il assure la sécurité de ses administrés et qu'il peut mener des enquêtes. Les maires sont les élus préférés des Français. À 75%, les habitants d'une commune font confiance à leur maire. C'est un rôle à la fois de portage des projets de territoire et puis de cohésion sociale qu'il assume avec ses adjoints au quotidien. Un travail quotidien. Malgré tout, être maire n'est pas considéré comme une profession, mais plutôt comme un honneur. Pas de salaire, mais une indemnité pouvant aller de 600 à plus de 5 000 €, une rémunération qui dépend du nombre d'habitants dans la commune. Et des responsabilités civiles importantes, le maire est juridiquement responsable. Les maires sont donc confrontés à des interrogations multiples et certains s'inquiètent des récentes mesures prises par le gouvernement, parmi lesquelles l'élection des conseillers communautaires en même temps que les conseillers municipaux à partir de 2014 et les nouveaux rythmes scolaires. Selon un sondage récent, 71% des maires et adjoints jugent qu'il est plus difficile d'assurer leur mandat aujourd'hui qu'en 2008. Christophe Robert, est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui d'être maire qu'il y a encore quelques années? Parce que les compétences, elles sont restées les mêmes. Mais est-ce que les conditions, je dirais tout simplement au quotidien, d'application de ces compétences sont plus difficiles? Effectivement, évolution relativement notable à différents égards. Tout d'abord, une évolution du côté des demandes des administrés à l'égard de leur maire. On est finalement dans une relation, on attend quelque chose de son maire, lesquels n'ont pas forcément plus de moyens pour y répondre finalement. Je dirais surtout une évolution du cadre. On disait double casquette, maire, agent de l'État, maire, agent de la commune. On pourrait dire aujourd'hui et demain triple casquette. L'intercommunalité va beaucoup changer la donne à l'horizon mars 2014. Beaucoup de transferts de compétences. Mais finalement, qui est-ce qu'on va retrouver au niveau intercommunal? La plupart du temps, les mêmes maires qu'on a au niveau des communes. Michel Urvois, au fond, il y a quelque chose dont il faut évidemment parler, c'est aussi les maires face à la crise. Moins de dotation, moins d'argent, donc plus difficile aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont préparés à ça? Est-ce qu'ils étaient préparés? Je ne sais pas s'ils y étaient préparés, mais ils sont obligés de s'adapter. Je pense qu'il y a s'il y a un malaise chez les maires, c'est bien celui-là, c'est-à-dire qu'ils sont coincés entre des décideurs qui sont l'État, qui sont au-dessus d'eux, en tout cas, qui décident des normes, qui décident de l'augmentation des salaires, qui décident de toutes les règles de fonctionnement, qui décident du cadre fiscal, décident de toutes les règles de fonctionnement de la mairie, et en face, des demandes qui ne peuvent pas être satisfaites. Donc je pense que ce que les maires demandent aujourd'hui, ils demandent de la simplification, parce que je pense qu'on parlait de formation et de compétences tout à l'heure. Quand on arrive maire, on est confronté à une multitude de situations et un besoin de connaissances extrêmement important, ne serait-ce que dans le domaine des normes à respecter. Et donc ils ont besoin d'une simplification, ils ont certainement besoin de regroupement pour mettre en commun un certain nombre de moyens de compétences. Et puis je pense qu'ils appellent à prendre des responsabilités, c'est-à-dire à ne pas être... C'est Jacques Pélissard, le président de l'AMF, qui employait le mot l'autre jour, je le trouvais tout à fait juste, à être des simples sous-traitants de ce qui vient d'en haut. Donc ils ne veulent pas être des sous-traitants, voire des sous-traités, comme j'ai entendu le mot être
prononcer aussi. Xavier Brivet, on vient toucher un petit peu du doigt effectivement l'intercommunalité. On va prendre juste un exemple parce que ça fait un peu de bruit ici, ça participe peut-être un peu au malaise. Enfin, on va essayer de savoir d'ailleurs s'il y a malaise ou pas. Le sujet de retirer l'urbanisme aux communes pour le confier aux intercommunalités. On a vu que le Sénat avait pris des positions assez dures sur ce plan-là. On en est où exactement aujourd'hui ? Alors je dirais que, de manière un peu provocante, les maires sont un peu schizophrènes aujourd'hui par rapport à l'intercommunalité. L'intercommunalité, depuis 30 ans, c'est eux qui la font, puisqu'elle procède des communes. C'est un regroupement de communes. Et en même temps, au fur et à mesure où le champ de compétences des intercommunalités s'élargit, où leurs moyens et leur pouvoir fiscal est de plus en plus important, on voit des élus communaux, pourtant membres des mêmes intercommunalités, réticents à transférer des compétences. Parce que c'est un peu une perte de pouvoir, c'est ça? Alors, oui, pour eux, il y a certaines compétences, des blocs de compétences locales, notamment de proximité, et aussi l'urbanisme, par exemple, qui pour eux relèvent avant tout du maire. Et mettre cette compétence à l'échelle intercommunale, c'est pour eux un peu perdre le pouvoir d'instruire le permis de construire. C'est aussi un lien fort souvent avec les administrés. Donc ils ne sont pas forcément opposés, mais ils voudraient que ce transfert de l'urbanisme se fasse de manière progressive, concertée, et surtout sur la base du volontariat, ce qui fonde l'intercommunalité depuis sa création. Voilà, donc quand je disais schizophrénie, c'est on adore l'interco, on y participe, on construit des projets, et en même temps, quand on est juste avec sa casquette de maire, on est sur une position un peu défensive. C'est cet équilibre que les élus locaux ont du mal à gérer aujourd'hui. Christophe Robert, on parlait de crise il y a un instant. C'est sans doute difficile aujourd'hui pour un maire, baisse des dotations de l'État. Ça se traduit, je dirais, comment localement dans une commune? Ça veut dire qu'on renonce à des projets et on est obligé de faire des choix, c'est ça? Ou au contraire, on voit les choses avec optimisme. J'ai l'exemple de communes rurales qui, pour maintenir des commerces de proximité, mettent des projets en place. Certaines, la mode depuis 2-3 ans, vont être les stations-service municipales, par exemple. Ou quand on va constater finalement une espèce de carence du privé, le maire, quelquefois, avec peu de moyens, 2-3 bouts de ficelle, arrive de faire de très belles choses, y compris en période de crise. Donc en fait, vous dites que finalement, les maires s'adaptent à cette situation-là? Résigné mais convaincu. C'est votre sentiment, Michel? Vous avez l'air un peu sceptique. Oui, je suis un petit peu sceptique parce que entre l'augmentation des charges et la baisse des recettes, il y a quand même un gap de 3 milliards au plan national, et je pense qu'il aura forcément une traduction, cet écart. Il aura une traduction, je pense, dans les investissements. On va essayer de faire quelques économies de fonctionnement, là où c'est possible, et sur l'investissement, je pense renonce à quoi, là? On va plutôt les étaler. Je pense qu'on va les étaler, les investissements, pour essayer d'amortir le choc. Xavier Brivet, par exemple, quand on dit on renonce à des grands projets, est-ce que les administrés comprennent tout simplement qu'il y a une crise? On reporte un peu les projets, comme le disait Michel Urvois? On y renonce, on les reporte ou on les gère à l'échelle intercommunale. Puisque la mutualisation des moyens, par exemple, la création d'un équipement, qu'il s'agisse d'une piscine ou même un équipement sportif de proximité aujourd'hui, ça peut être géré. Équipement sportif, équipement culturel par exemple? Oui, équipement culturel. Il est certain que, compte tenu du contexte financier qui va marquer le prochain mandat, ce ne seront pas des maires forcément bâtisseurs, ce sont plutôt des maires gestionnaires. On sent bien que la Cour des comptes... bons gestionnaires. Oui, et des bons gestionnaires, parce que le gouvernement, la Cour des comptes, bref, demandent aux collectivités de participer à cet effort de réduction des déficits publics. Par conséquent, les maires sont de bons gestionnaires, ils doivent gérer au mieux leurs communes, réduire leurs recettes et leurs dépenses surtout de fonctionnement. Les investissements, ils ont tout intérêt à les mener à l'échelle intercommunale aujourd'hui, où on se regroupe, on mutualise les moyens. On ne peut pas encore voir l'impact de ces restrictions budgétaires sur les investissements parce qu'ils vont vraiment repartir fin 2014-2015 pour le reste du mandat. Mais en tout cas, l'équation budgétaire va être extrêmement difficile pour eux. Christophe Robert, j'ai noté tout à l'heure que vous étiez assez optimiste, vous, alors qu'on avait entendu ici quand même, on a parlé un peu de malaise, de blues des maires. Est-ce que vous sentez que les maires sont un peu découragés en ce moment ou pas? Je sens plutôt l'inverse. Effectivement, le contexte de crise est partagé par nombre de maires urbains et ruraux. Et le fait est que de constater qu'autant de candidats sont prêts à partir ou à repartir témoigne au contraire que ces personnes-là sont des citoyens élus, optimistes, qui vont s'engager en connaissance de cause précisément.
Oui, Michel. Oui, sur cette question, je pense que je suis tout à fait d'accord. De la contrainte peut naître l'innovation, peuvent naître des changements, peuvent naître des incitations à se regrouper pour peu que les dispositifs budgétaires, financiers soient un petit peu incitatifs. Je pense que ça peut accélérer les mises en commun de moyens. Au plan de l'urbanisme, on parlait de cette question, ça me paraît extrêmement souhaitable, bon, à condition que la carte de l'intercommunal coïncide avec les lieux de vie et de travail. C'est là où il y a des problèmes. Mais quand il n'y a pas de problème, je pense qu'il faut y aller franchement. C'est pas pensable d'imaginer une région, un pays, sans imaginer en même temps les lieux de travail, les lieux de vie. Enfin, c'est la cohérence même qui est en jeu. Alors, dernier dossier, évidemment, il faut qu'on en parle, qui a un peu agité ici pendant ces 3 jours. C'est évidemment le dossier rythme scolaire. Le ministre de l'Éducation, Vincent Peillon, était ici à ce congrès des maires de France. Est-ce que vous avez l'impression, les uns et les autres, Xavier Brivet d'abord, qu'au fond, Jean-Marc Ayrault a pu désamorcer un petit peu ce malaise, ou est-ce que vous avez l'impression que c'est une question qui va fondamentalement marquer la campagne des municipales? Je ne pense pas forcément que ce soit un enjeu de campagne. En tout cas, Jean-Marc Ayrault a rassuré les maires en leur disant que l'État les accompagnerait financièrement en 2014. Vous savez, un petit peu plus long, un petit peu plus longtemps. C'est-à-dire 4000 communes ont mis en place ces nouveaux rythmes à la rentrée 2013. 4000 autres le feront dans un an. Donc il y aura un accompagnement financier de l'État. Mais il n'y a pas que les finances. Il y a la création de ces activités périscolaires, leur encadrement, trouver des enseignants sportifs, artistiques disponibles, construire un véritable projet pédagogique. C'est pas simplement occuper des enfants pendant 3 heures. Donc c'est tous ces enjeux-là. On les a vus, trouve que l'État leur a un peu transféré très rapidement la gestion, sans trop les accompagner, avec un caractère d'urgence qui était plus ou moins fondé. Donc, disons que Jean-Marc Ayrault a rassuré sur le volet financier. Vincent Peillon, au moment où nous parlons, est devant à peu près 300 maires pour expliquer sa réforme. Je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais les débats doivent quand même être vifs. Et puis une récente enquête de l'AMF... Voilà, une récente enquête de l'AMF a montré que finalement, il n'y avait pas une telle angoisse, voire colère des maires contre ces rythmes. C'est simplement, ils demandent de la méthode, du temps et des moyens. Voilà. Christophe Robert, vous partagez ce diagnostic. Au fond, c'était plus apaisé qu'on aurait peut-être pu l'imaginer, ou en tout cas vu de Paris. Je pense effectivement la question qui au début pouvait sembler fâchée a été bien désamorcée, comme vous disiez tout à l'heure, avec un impératif qui du coup apparaît aujourd'hui, qui est prendre le temps de la concertation. Le peu de communes dans lesquelles la réforme a été mise en place, finalement, ont pu le faire avec succès, à condition de savoir se concerter avec les parents d'élèves, avec les habitants, etc., etc. Autant de mesures constituant un défi dans la mesure où cette réforme a été présentée comme étant avant tout dans l'intérêt de l'enfant et pas dans celui des parents et encore moins celui des élus. Mais Michel Urvois, est-ce que ça sera un thème, encore une fois, pardon de répéter ma question, pour ces élections? Ce sera un thème, mais pas forcément à sens unique, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où ça fonctionne, à peu près. Il y a des endroits où il y a des gros problèmes techniques de mise en place, et puis un certain nombre de communes où il y a une exploitation politicienne de cette affaire. Mais je pense qu'au total, les choses vont entrer dans les mœurs. Jean-Marc Ayrault a bien joué, encore une fois, de son passé de maire pour expliquer les choses. Je noterai au passage que Vincent Peillon, lui, n'est pas un élu local, qu'il ne l'a jamais été, et que ceci explique peut-être cela, et on n'en serait peut-être pas là si ça avait été quelqu'un d'autre. Très bien, merci beaucoup Michel Urvois, merci à tous les trois. Merci à tous d'avoir suivi cette émission ici, Porte de Versailles, au Congrès des maires de France. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro du Club des municipales. Vous pourrez voir et revoir cette émission sur publicsénat.fr. Merci en tout cas à Laura Nelkabache et à Camille Crière qui m'ont aidé à préparer cette émission. On se retrouve très vite. Très bonne journée.